Le terrorisme toujours là en Afghanistan, à Kaboul. Une voiture piégée a fait 15 morts au moins. À Kandahar, c'est le président Hamid Karzai qui a échappé à un attentat. Le gouvernement accuse Al-Qaïda. L'enquête de cette édition, nos envoyés spéciaux ont pu pénétrer dans les grottes de Tora Bora. Et puis vous découvrirez un extrait du film événement sur le 11 septembre, In Memoriam, diffusé ce soir dans Envoyé spécial. En France, nouvelles interrogations sur les procédures de sécurité à la prison de la Santé. Un pain d'explosifs de 700 grammes a été découvert dans une cellule avec plusieurs détonateurs. Le détenu préparait une évasion. France Télécom au bord de l'abîme. Des pertes colossales de 10 milliards d'euros au moins devraient être annoncées pour le premier semestre. Le gouvernement se dit prêt à soutenir l'entreprise. Michel Bon semble en sursis. La triste histoire de Keiko, l'orque des films Sauver Willy. Habitué à la captivité, il ne parvient pas à survivre à l'état sauvage. Des scientifiques envisagent même de l'euthanasier, tollé en Norvège. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Les 35 heures, le SMIC, un budget et une rentrée périlleuse pour le gouvernement. Juste après ce journal, le retour de questions ouvertes. François Fillon, ministre des Affaires sociales et du Travail, est l'invité d'Olivier Mazerolle. Kaboul donc, pour commencer avec ce coup de semonce à quelques jours du 11 septembre. L'un des attentats les plus meurtriers depuis un an. Une voiture piégée a explosé en plein centre de la ville, dans le quartier des ministères. Il y a 15 morts au moins, une trentaine selon certaines sources. Sur place, nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Patrick Desmully. Kaboul subit de plein fouet une forme de terrorisme toute nouvelle pour l'Afghanistan. L'attentat à la voiture piégée. C'était à la mi-journée devant l'hôtel Spinzar en plein centre de la ville. Le jeudi ici, c'est comme le samedi chez nous, le jour où l'on fait ses courses à la veille du congé. La plupart des victimes venaient de province pour se rendre dans le marché voisin. D'abord, il y a l'explosion d'une petite bombe placée sur une bicyclette qui attire une foule de curieux et c'est alors que la voiture explose. Les gens criaient au secours, ils brûlaient. C'est un taxi piégé qui a explosé, dévastant le parking devant l'hôtel. Quelques instants avant, selon une source de l'ONU, 2 jeunes hommes auraient été vus se déguisant en policiers. Les familles se pressaient ce soir dans les hôpitaux de Kaboul, espérant trouver le nom du proche dans la liste des blessés, plutôt que des tués. Il y aurait au moins 15 morts. Il y a un mois environ, un camion bourré d'explosifs avait été intercepté à l'entrée de Kaboul et depuis, les contrôles de véhicules étaient plus méticuleux que jamais. Mais en vain. Cet attentat est un revers pour la force internationale opérant dans la capitale afghane qui a été considérée comme la seule ville à peu près sécurisée de tout l'Afghanistan. Et à quelques heures d'intervalle, je vous le disais, autre attentat contre le président Hamid Karzai en visite à Kandahar. Il quittait la résidence du gouverneur lorsqu'un homme armé en uniforme a ouvert le feu. Il s'agissait, semble-t-il, d'un garde de sécurité. 3 personnes ont été tuées lors de la fusillade, dont l'agresseur. Hamid Karzai, lui, est indemne. Rappelons qu'il est protégé depuis plusieurs mois par des gardes du corps américains. On vous retrouve en direct de Kaboul, Jérôme Bonny. Ces attentats ne sont pas isolés, mais ce sont de loin les plus graves. Le gouvernement a immédiatement désigné les talibans et Al-Qaïda. Est-ce que cela signifie que les fidèles de Ben Laden sont encore présents et peut-être actifs dans le pays? Oui, c'est cela que ça pourrait prouver. On pense plutôt au réseau Al-Qaïda qu'aux talibans, car les talibans sont des Afghans et ce genre d'attentat n'est absolument pas dans la tradition afghane. Il y a sans doute des complicités des talibans, mais on pense plutôt à l'infrastructure du réseau islamiste Al-Qaïda. Il y a d'ailleurs dans les modes opératoires des 2 attentats, celui contre le président afghan et celui de Kaboul, des similitudes puisque, semble-t-il, dans les 2 cas, il y a des hommes déguisés en uniforme de l'armée afghane ou de la police. Mais hier, effectivement, le responsable de la sécurité du président Karzai nous disait qu'il s'attendait à des attentats. Il était très franc là-dessus et il nous disait avoir pris toutes les dispositions. Malheureusement, aujourd'hui, on a la preuve du contraire. C'est sans doute effectivement ce réseau contre lequel luttent les Américains depuis près d'1 an qui est derrière ces attentats. Cela ne va faire qu'augmenter encore la psychose à Kaboul et l'une des mesures qui pourrait être prise pour essayer de lutter contre ces risques d'attentats, ça sera peut-être de ramener le couvre-feu à 22 h, c'est-à-dire l'heure qu'il est à peu près maintenant à Kaboul. Il avait été repoussé à minuit, on pensait que les choses s'arrangeaient, et puis à la veille des anniversaires de l'assassinat du commandant Massoud le 9 septembre et des attentats aux États-Unis le 11 septembre, la psychose remonte, c'est sans doute volontaire de la part, sans doute du réseau Al-Qaïda, et le couvre-feu pourrait être ramené à l'heure actuelle, c'est-à-dire à 22 h. Merci Jérôme.
Voilà qui relance une question sans réponse. Où est Ben Laden? Est-il encore en vie? On se souvient qu'à l'hiver dernier, une bataille acharnée avait eu lieu autour des grottes de Tora Bora, dernier refuge présumé du chef islamiste et de ses troupes. On les décrivait, ces grottes, comme des bunkers très équipés. Eh bien, ces derniers jours, l'une de nos équipes a pu y pénétrer. Envoyés spéciaux Vincent Nguyen, Philippe Jasselin. Là-bas, on ne se rend qu'avec une escorte. Les lieux ne sont pas sûrs et se trouvent à 4 heures de piste de Jalalabad, la ville la plus proche. Là-bas, ce sont les montagnes de Tora Bora. La terre y porte encore les marques des bombardements américains. Sur cette colline qui autrefois était couverte d'arbres, les soldats afghans nous montrent fièrement les lambeaux de treillis de leurs ennemis. Il faut dire qu'ici, les talibans et Al-Qaïda leur ont donné bien du mal, car ils avaient des chars bien placés. Ce tank dominait la vallée et tirait sur nos moudjahidines dès qu'ils approchaient. Si les Américains ne l'avaient pas détruit, nous n'aurions jamais pu prendre le contrôle de cette zone. Les grottes de Tora Bora, voilà ce que protégeait le tank. Le commandant Zahir nous y servira de guide. Il a participé au combat. On en a tant parlé de ces grottes que les Américains imaginaient suréquipées et ultramodernes. Eh bien les voilà. De simples cavités de profondeur variable, de 2 à 20 mètres de roches nues. Certaines leur servaient d'abri, explique Zahir, d'autres de dépôt de munitions. Et c'est dans la grotte voisine qu'on a trouvé le plus d'armes. Obus de mortier, roquettes, kalachnikov, balles d'origine chinoise pour mitrailleuses lourdes, il y avait de tout et en quantité. Il en reste encore un peu, mais nous avons saisi la plupart des munitions et des véhicules. Les documents d'Al-Qaïda et les ordinateurs, on les a donnés aux Américains. Il y avait donc des ordinateurs. L'installation d'Al-Qaïda n'était peut-être pas si rudimentaire que l'état des grottes le laissait penser. Les hommes de Ben Laden dormaient dans ces maisons, aujourd'hui en ruine. Ils puisaient leur eau dans le ruisseau en contrebas et mangeaient des conserves. La seule bâtisse intacte est la cuisine. Et nous y trouvons avec surprise une de ces rations humanitaires que les Américains ont larguées aux populations afghanes. Combien y a-t-il de grottes à Tora Bora? Difficile à dire, tant l'étendue est immense. Creusée dans une autre montagne, celle-ci est jonchée de documents, mais il date de la guerre contre les Russes. À l'époque, les moudjahidines aussi se cachaient ici. Il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas marcher, n'avance pas. Au fond s'entassent des engins qu'il ne vaut mieux pas toucher. Sous les pieds du commandant, les ruines de la maison où selon lui Ben Laden et sa famille logeaient. Défendue par un tank, grande et construite en briques du Pakistan au milieu de nulle part. Zahir n'en revient toujours pas, persuadé que Ben Laden avait même à cet endroit une piscine. Ils étaient vraiment très bien installés. Ceux à qui je dis cela croient que je raconte des histoires, mais c'est la réalité. Dubitatif, nous suivons le commandant afghan vers une dernière grotte, mais les bombes en ont condamné l'accès. C'était, nous dit-on ici, un hôpital qui pouvait accueillir près d'une trentaine de blessés. Et devant cette cavité, on ne trouve pas des munitions comme ailleurs, mais ces restes de médicaments dont certains viennent du Pakistan, preuve que les combattants d'Al-Qaïda bénéficiaient d'une logistique importante. Vous le savez, des centaines de combattants talibans sont toujours retenus sur la base américaine de Guantanamo à Cuba et à la veille des commémorations, leurs conditions de détention sont toujours contestées. Image insolite aujourd'hui à Stockholm du père de l'un de ces prisonniers. Il s'est enfermé en pleine rue dans cette cage, semblable, dit-il, à celle dans laquelle son fils est retenu. Il conteste les charges retenues contre celui-ci. Ce soir, un document exceptionnel sur le 11 septembre dans le magazine Envoyé spécial, document de la chaîne américaine HBO qui a recueilli des centaines de films amateurs sur cette journée. En voici un extrait, le témoignage de l'épouse d'un sauveteur mort dans la première tour. J'étais sur les marches de l'hôtel de ville. Nous regardions tous en l'air. Je savais que Terry serait monté aussi haut que possible dans ce building, puisque c'est tout à fait ce que fait son équipe dans un cas pareil. Quand j'ai vu le building s'écrouler, j'ai tout de suite su qu'il n'avait aucune chance. Son ami Tim m'a dit qu'il a vu Terry entrer. Terry lui a dit, peut-être qu'on se reverra plus. Il l'a embrassé sur la joue
et il est monté en courant. Lorsque le building s'est écroulé, mon sang s'est glacé. C'était comme si on m'avait arraché le cœur. Je croyais que Terry avait tout simplement été incinéré. Je ramassais la poussière par terre, croyant qu'il était dedans. L'intégralité de ce film ce soir, donc envoyé spécial à 21 h avec Guylaine Chenu et Françoise Joly à New York. Pour l'occasion, France 2 se mobilise pour cet anniversaire mardi prochain, 10 septembre. Nous y consacrerons une édition spéciale en direct des États-Unis. Un mot encore des prolongements de ces attentats avec cette très vive mise en garde contre une éventuelle intervention américaine en Irak. Elle ouvrirait les portes de l'enfer au Proche-Orient, a estimé le secrétaire général de la Ligue arabe qui était réuni aujourd'hui, la Ligue. À l'étranger encore, attentat évité de justesse en Israël. Un barrage a stoppé une camionnette piégée au nord du pays. Elle contenait 600 kilos d'explosifs. Les artificiers ont fait exploser la charge. Le commando est en fuite. Et puis le début d'un procès très tendu, celui de Marwan Barghouti, chef du Fatah en Cisjordanie, est accusé à ce titre d'avoir organisé les attentats revendiqués par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, qui ont fait 26 morts ces derniers mois. Marwan Barghouti, lui, dénonce un procès politique. L'audience, très confuse, souvent perturbée, n'a duré que quelques minutes pour cette première journée. L'actualité en France, c'est d'abord cette nouvelle défaillance à la prison de la Santé. 15 jours après l'évasion par substitution d'un prisonnier basque, un détenu, on l'a appris aujourd'hui, était parvenu à faire entrer près d'1 kilo d'explosifs dans sa cellule. Thomas Dandois, Frédéric Pasquet. 700 grammes d'explosifs et 5 détonateurs. Voilà ce qu'ont découvert les gardiens de la prison de la Santé ce matin dans une cellule comme celle-ci. Le détenu, un habitué de l'évasion, se préparait à une nouvelle cavale. Mais l'administration a eu vent de son projet à temps. La directrice a ordonné en urgence son transfert et une fouille de sa cellule. Nous félicitons d'avoir réagi rapidement à une information qui n'était pas forcément quelque chose, je dirais, d'imminent, et d'avoir pu éviter le pire, puisque la tentative d'évasion n'a pas eu lieu. Mais la question demeure, comment un détenu peut-il faire passer en prison explosifs et détonateurs? Pour les syndicats, la réponse est simple, manque d'effectifs, manque de moyens. La santé est actuellement une passoire. En l'espace de 2 mois ont été trouvés une trentaine de portables. Je pèse mes mots puisque je pense qu'actuellement il y en a plus. Ont été trouvées des lames capables de scier tout ce qui est métallique. Donc encore une fois, je vous laisse penser ce qu'ils peuvent faire avec. Il y a 15 jours, l'établissement avait déjà montré des failles. Cet homme, membre présumé de TA, s'était fait remplacer au parloir par son frère. La supercherie était restée inaperçue pendant plus de 5 jours. Justice avec d'abord l'acquittement à Montauban de Claude Olivier, ce boucher de 55 ans qui avait tué d'un coup de carabine un cambrioleur à son domicile. C'était en décembre 99. Verdict rendu sous les applaudissements d'une salle comble. On reparle de Jacques Messrine, l'ancien ennemi public numéro 1, abattu en novembre 79 par la police. 23 ans après, sa famille conteste toujours la thèse de la légitime défense. Un film inédit réalisé par un policier était projeté aujourd'hui dans le cabinet du juge, apparemment sans résultat probant. Loïc Delamornay, Éric Mézy. Quand il arrive au palais de justice, le fils de Jacques Messrine se fait peu d'illusions. Espérons que ce film nous apportera plein de choses avec plein de vérité. Mais j'ai peu d'espoir, on verra.
Pour la famille de Jacques Mesrine, l'espoir est de trouver une preuve qu'il a été assassiné par la police ce 2 novembre 1979. Porte de Clignancourt, la BMW de l'ennemi public numéro 1 est criblée de balles, 21 au total. Parmi les policiers présents, l'un d'entre eux filme la scène sur ordre de son supérieur. Un film que la justice a retrouvé après des années de procédure. Les parties civiles espèrent y trouver une image qui montrerait que Mesrine n'a fait aucun geste d'agression et n'a même pas eu le temps de se rendre avant d'être abattu. Mais à la sortie du bureau du juge, c'est la déception. On ne voit pas grand-chose. Sur 2 pellicules de Super 8, il y a à peine 4 minutes de film, c'est tout. Je pense que le film qui a été donné, en tout cas à la justice, n'est pas en entier, ça c'est certain. C'est quand même étonnant. Je pense que le justificatif qui prouverait que mon père n'a pas réagi dans la voiture a été enlevé. Parce qu'effectivement, ça ne doit pas être le passage qui doit les arranger. De fait, le film du policier ne montre que l'avant et l'après, c'est-à-dire tout, sauf la fusillade. Pour Charles Pellegrini, ancien commissaire qui a participé à l'opération, Mesrine a été abattu par des policiers en état de légitime défense. Ils ont pensé que Mesrine s'apprêtait à tirer. L'interpellation de Mesrine, si je peux me permettre, elle est figée pour l'éternité. Il y a le camion, il y a la voiture, il y a la bâche, il y a les tireurs, et il y a Mesrine qui plonge la main dans sa poche. Le film a-t-il été coupé et dans ce cas par qui? La partie civile ne veut pas en rester là. Elle va demander à faire entendre les policiers et des journalistes, notamment ceux de Paris Match, qui auraient eu le film entre leurs mains. Que faire des mineurs étrangers qui errent dans les rues? Ils sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement annonce la création de 2 lieux d'accueil à Paris, en attendant d'en ouvrir d'autres ailleurs en France. Actuellement, il n'en existe qu'un seul dans le 16e arrondissement de la capitale. Jean-Pierre Raffarin, vous le voyez, y a effectué une visite aujourd'hui. L'objectif de ces centres est d'organiser, si possible, un retour de ces enfants vers leur pays d'origine. En ce qui concerne maintenant les sans-papiers et sans-abri, à noter cette décision de la préfecture du Rhône. Elle met fin aux hébergements dans les hôtels de l'agglomération. Explication Didier Guyot, Jean-Claude Martin. Bébé, start. Avec ses 4 enfants, vit un Kosovar dort ici depuis plus d'1 mois. Comme lui, 15 à 20 autres familles se réfugient sur cette passerelle chaque nuit. Tous sont pourtant demandeurs d'asile, mais à Lyon, les hébergements sont saturés. Tout ceci, vous le devinez, a un coût. 4000 demandes d'asile en 2002, 1000 l'année dernière. Les foyers n'ont plus de place. 500 chambres d'hôtel ont même été louées. Coût financier en 6 mois, 3 millions d'euros. Plus question de proposer une nouvelle chambre. Beaucoup de personnes, et notamment d'associations, n'aiment pas qu'on parle d'effet d'appel. On peut néanmoins constater que chaque fois qu'on a procédé à une augmentation des capacités, dans un délai de l'ordre d'1 mois à 1 mois et demi, effectivement, ces structures étaient saturées. La préfecture du Rhône fait de son mieux, en tout cas beaucoup mieux que les autres, car c'est là qu'est le cœur du problème. Si Lyon est submergé, c'est parce qu'en France, les départements qui accueillent se font rares. Ceux qui ne font rien envoient les gens, comme récemment de Clermont-Ferrand, de Meaux ou de l'Isère, sur Lyon, ou sur Strasbourg, ou sur Paris, ou sur Marseille. Selon les associations, seule une décision gouvernementale pourrait régler tout cela. Sur l'ensemble du territoire, il faudrait 15 000 places d'accueil supplémentaires. Les orages suite, nouvelles inondations dans le sud-est, ici à Saint-Rémy-de-Provence. On va découvrir les images de ces garages, de ces caves, des commerces ou de villas inondées. Des routes départementales ont été coupées également. Le collège du village voisin de Saint-Andiol a été fermé provisoirement par précaution. À noter que dans l'Isère, 2 adolescents ont été fortement choqués par la foudre qui s'est abattue sur un abribus de la commune du Pin. Un meurtre singulier et qui jette une lumière crue sur la vie quotidienne dans certaines maisons de retraite. À Valoris, près de Nice, une dispute a dégénéré entre 2 pensionnaires. La victime, âgée de 94 ans, est morte sous les coups répétés de sa voisine de chambre, âgée de 78 ans. Olivier Caroff. La victime et son agresseur partageaient cette chambre de la maison de retraite de Valoris. Que s'est-il exactement passé entre les 2 vieilles dames? Seule certitude, l'une, âgée de 78 ans, a roué de coups et tué sa voisine, âgée elle de 94 ans. Elle était frêle quand même, elle était assez fragile, le peu qu'elle se cognait sur une table ou quand elle prenait une chaise, etc. C'est vrai que tout de suite il y avait un hématome qui apparaissait, donc c'est vrai qu'elle était très fragile. L'auteur des coups avait des antécédents psychiatriques. Elle aurait été prise d'une sorte de crise de rage en discutant avec sa camarade de chambre. Un premier incident violent avait éclaté entre elles. 3 jours plus tôt, la victime avait déjà donné l'alerte. Il était prévu de séparer les 2 femmes. Le drame a eu lieu la veille du déménagement. La direction nie toute négligence, mais elle admet que certains pensionnaires sont de plus en plus durs à maîtriser. Nous avons effectivement dans nos établissements des gens extrêmement difficiles, à l'image de la société, des gens qui peuvent être
violents, qui peuvent être imprévisibles et déséquilibrés. Ça nécessite une prise en charge particulière avec des personnels formés. Une prise en charge qui pour l'instant reste exceptionnelle, alors qu'un demi-million de Français vit en maison de retraite et qu'un papy-boom se profile pour les prochaines années. La création de structures spécialisées est déjà une urgence. Les transports, renseignez-vous si vous devez prendre l'avion. Les syndicats de pilotes lancent un mot d'ordre de grève à partir de demain et jusqu'à lundi inclus. Le conflit porte sur les salaires. La direction prévoit de n'assurer que 6 longs courriers sur 10 demain, la moitié des moyens courriers et 70% des vols intérieurs. La direction qui déclare que le moment est mal choisi, indécent et idiot. Fin de citation. Un numéro pour vous informer, le 0820 820 820. Économie encore, situation toujours plus critique à France Télécom. Le groupe devrait annoncer une perte de plus de 10 milliards d'euros pour le premier semestre en raison de provisions exceptionnelles. L'endettement dépasse celui du Portugal et le gouvernement parle maintenant de possibles mesures de soutien. Michel Bon, en tout cas, le PDG, semble plus que jamais en sursis. Nathalie Moisan, Michel Levasseur. En présentant le nouveau centre de recherche de France Télécom, ce jour-là, malgré la dégringolade de son action en bourse, le PDG Michel Bon s'accrochait à son siège. Je me dis, monsieur Drassi, mes actionnaires me le demandent, mais je veux dire, si chaque fois que la bourse... Alors quand la bourse était à 200, j'aurais dû faire quoi alors? Me proclamer pape ou roi? Enfin, c'est ridicule. Depuis, rien ne va plus, car si les résultats étaient positifs en 2000, ils ont plongé en 2001. Quant à cette année, pour le seul premier semestre, les pertes seraient de 10 milliards d'euros. Le résultat d'une politique d'acquisition menée à une période où les prix étaient surévalués. Aujourd'hui, France Télécom est l'une des entreprises les plus endettées au monde, 70 milliards d'euros. Ils ont acheté Mobilcom, NTL, Orange. Pour ce faire, ils se sont massivement endettés, en faisant le pari que l'activité générée par ces entreprises permettrait de faire face à la charge de la dette. Et aujourd'hui, on découvre que ces activités qui ont été trop payées ne génèrent pas suffisamment de revenus pour rembourser la charge de la dette. Empêtré dans les déboires de sa filiale allemande, Mobilcom, France Télécom doit faire face à la dégringolade de son titre en bourse qui a perdu les 3/4 de sa valeur depuis janvier et encore 11,4% aujourd'hui. Très vite, l'État va devoir intervenir. Un coup d'œil maintenant au palmarès des patrons français les mieux payés, palmarès réalisé par le magazine Challenge et publié aujourd'hui. En tête, Lindsay Owen Jones, PDG de L'Oréal, avec 5,5 millions d'euros par an, presque 500 000 par mois. Vient ensuite Jean-Marie Messier, 5,2 millions et Marc Ladret de la Charrière, 3,1 millions. Pour le commun des mortels, maintenant, voici l'avis d'imposition pour 2002 que vous allez recevoir, si ça n'est pas déjà fait. Et pour mettre en valeur la baisse de 5% des impôts, Bercy vous indique quel aurait été le montant à payer sans la réduction. À noter que, d'après le journal Le Figaro, une baisse supplémentaire de 2% est prévue dans le prochain budget. Pas de confirmation pour l'instant. Un dernier mot à propos du budget, celui de la défense est en hausse de plus de 6%. Un deuxième porte-avions sera bien mis en chantier. Paris est trop sale, même si la situation s'améliore. Constat de la mairie qui lance une campagne choc contre les propriétaires de chiens, notamment. Delphine Orviller, Joseph Bachtik. Il y a le Paris des cartes postales et celui de ses trottoirs. Entre les deux, le cœur des touristes amoureux de la capitale ne balance pas. C'est dommage, c'est une très belle ville, c'est accueillant, les gens sont sympathiques. Il faut toujours regarder où on met les pieds. À New York, je sais, depuis au moins 6-7 ans, on doit ramasser après le chien et tout le monde le fait et la ville est très propre. Pour être aussi propre que ses voisins, Paris a décidé d'utiliser les grands moyens. Une campagne d'affichage rappelle qu'une crotte non ramassée, c'est 183 €. La ville dépense plus de 11 millions d'euros par an pour le ramassage des crottes de chiens. C'est le coût de 3, 4, 5 crèches minimum par an. Je crois qu'il y a d'autres priorités que de dépenser autant d'argent pour simplement un geste qui pourrait être fait par les 200 000 propriétaires de chiens. 200 000 chiens, mais seulement 3 000 amendes distribuées l'an dernier. Chaque jour, la ville traite 16 tonnes de déjections canines. Des inspecteurs de salubrité sillonnent la ville et sanctionnent tout flagrant délit de non-ramassage. Le motif de l'infraction, c'est le non-ramassage immédiat d'une déjection canine abandonnée sur la voie publique. Vous savez qu'il faut ramasser partout? Tout à fait, mais c'est vrai que là j'étais en train de lire quelque chose et effectivement j'ai pas vu mon chien. Ramasser les déjections canines, c'est peut-être juste une question d'habitude, un savoir-vivre qui, comme chacun sait, n'est pas fait pour les chiens.
Les nouveautés de la rentrée des classes avec une expérience en cours préparatoire décisif, on le sait, pour l'apprentissage de la lecture. Elle ne concerne pour l'instant qu'une quarantaine d'écoles. Il s'agit du dédoublement des classes à l'école Romain Rolland dans le Val-de-Marne. Claude Poznanski, Christian Leroux. 1, 2, 3... Ces enfants ne sont que 10 dans leur classe. Située dans un quartier difficile d'Orly, cette école a des résultats inférieurs à la moyenne nationale, notamment en lecture. Leur enseignante est volontaire pour participer à cette expérience de CP dédoublé. Si j'ai 2 élèves qui sont en grande difficulté, je vais vraiment pouvoir consacrer du temps, plus de temps pour les aider, c'est-à-dire être présente. Il est où? Bonjour Cyril. En bas, le rouge. En bas là, le rouge. Celui avec le gros B. Celui avec le gros B, exactement. Sébastien. Pour suivre leur progression, les enfants seront évalués tout au long de l'année. Dans ce cours préparatoire, les élèves sont mélangés, il n'y a pas de groupe de niveau. Très rapidement, en tout cas, on note qu'il y a des élèves qui sont déjà pratiquement lecteurs, d'autres qui ont beaucoup de repères, et d'autres qui... et il y en a d'autres qui sont plus lents. Le ministère de l'Éducation veut savoir si ces classes à effectifs réduits permettront à ces enfants de mieux apprendre à lire et à écrire. Si les résultats sont bons, l'expérience pourrait être étendue à toute la France dans 2 ans. Et après la classe, la cantine. Voici une initiative originale et qui prépare d'une certaine manière les enfants aux échéances futures. Le permis à points pour sanctionner les enfants trop turbulents. Moins 4 points par exemple pour une bagarre, moins 1 point pour un cri ou un déplacement sans autorisation. Il paraît que ça marche. Éléonore Gay. Ces adorables frimousses ne doivent pas vous tromper. À l'heure du déjeuner, ces enfants sont capables de se transformer en de redoutables petits démons. Jets de nourriture, cris, bagarres. La cantine a parfois viré au cauchemar. Cette année, fini de rigoler. Je montre, hein. Le permis du jeune homme, 3 points en moins. Le permis de bonne conduite est devenu obligatoire au réfectoire. C'était vraiment devenu insupportable et il fallait absolument instaurer un permis à points qui responsabilise les enfants. 12 points comme sur un permis de conduire, retirés au fil des infractions. À 0, c'est l'exclusion définitive. Mais le permis est aussi l'occasion d'un dialogue avec les parents. Ils ont la possibilité, lorsque l'enfant perd des points, de nous rencontrer, d'évoquer peut-être leurs difficultés. Ce permis existe déjà dans plusieurs communes de Meurthe-et-Moselle, mais il est encore trop tôt pour connaître son impact sur la pratique du lancer de petits Suisses. L'environnement en Allemagne, 20 000 phoques menacés par un virus. L'épidémie déclenchée le 30 mai dernier s'étend aux côtes danoises, norvégiennes, suédoises, néerlandaises. 2500 animaux ont déjà succombé à ce qu'on appelle la peste des phoques. En Norvège, on s'inquiète pour Keiko. Si vous avez moins de 10 ans ou si vous avez des enfants, vous le connaissez à coup sûr. Il s'agit d'un orque. Il a tenu le premier rôle dans les films Sauver Willy. Élevé en captivité, il vient d'être relâché, mais sa survie en milieu sauvage est menacée. L'affaire prend une dimension internationale. Agnès Monteux, Virgilie Jadot. Willy a craqué. Il ne supportait plus sa nouvelle vie de solitaire loin des flashs. Alors du fin fond de son fjord norvégien, l'énorme star a repris du service. Il cabotine, entouré de ses fans, et s'est braqué sur lui une fois de plus les caméras du monde entier. Seulement la gloire ne fait pas le bonheur. Willy est en fait menacé, il n'arrive pas à se nourrir tout seul. Dans les films Sauver Willy, un petit garçon réussissait à rendre la liberté à un orque. Une belle histoire qui avait soulevé une campagne internationale pour libérer Keiko, alias Willy. Transporté en Islande, tout avait été fait pour que l'animal retrouve son caractère sauvage. 4 ans de travail, 20 millions de dollars dépensés, mais le pari était naïf. L'animal vivait depuis plus de 20 ans en captivité. Imaginer de le réhabiliter en mer était plutôt fantasmique. Le voir nager vers le coucher de soleil, d'être heureux à tout jamais, c'est pas ça. C'est pas la vraie vie. Il ne parle pas le dialecte avec les autres orques et il ne s'intègre pas nécessairement dans un groupe où il y a une lutte de dominance entre mâles. C'est un gros mâle, 6 tonnes. Les autres orques ne vont pas l'accueillir les bras ouverts. Ça vaut pas la peine. Les spécialistes sont formels. La seule chance de survie pour Willy, ce sera de retourner en captivité dans une prison dorée. Des ballons sur son nez.
En Dordogne, cette découverte précieuse pour les scientifiques, un bébé de Néandertal mort il y a 40 000 ans. Découverte de ce squelette par un instituteur, c'était en 1914, mais elle était restée dans les cartons du musée de la préhistoire. Éric Perrin, Philippe Dumail. Histoire d'eau. Bruno Moreille est paléontologue et il vient de faire une découverte, ou plutôt une redécouverte exceptionnelle. En 1996, durant l'inventaire des collections du musée de la préhistoire, aux Zéizy, en Dordogne, il sort des réserves un tiroir oublié contenant des ossements. Immédiatement, il repense à l'histoire de ce squelette de nourrisson datant de 40 000 ans, découvert ici même en 1914 par un instituteur, Denis Perroni, puis mystérieusement perdu à Paris, pensait-on. Tout de suite, je me suis dit, c'est peut-être le petit du Moustier, trouvé par Denis Perroni en 1914, et c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Il y a un pincement au cœur à ce moment-là? Oui, il y a plus qu'un pincement au cœur, c'est d'être en présence de vestiges comme ça, c'est dans la carrière d'un scientifique, c'est un événement exceptionnel. Le crâne, les dents, les côtes, les mains, voici en photo le fameux bébé Néandertal. Scientifiquement, ce squelette présente un intérêt exceptionnel. En le comparant à celui d'enfants Homo sapiens plus récents, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur l'homme de Néandertal apparu en Europe il y a 450 000 ans. On espère même prochainement pénétrer son intimité génétique, voire familiale. On peut espérer effectivement dans le futur peut-être avoir des informations sur l'ADN de ce petit bébé néandertalien. On va peut-être aussi, par l'étude des isotopes du carbone et de l'azote conservés dans ces ossements-là, essayer de déterminer si ce petit bébé néandertalien a été allaité ou n'a pas été allaité. Cette redécouverte est une pièce de plus, mais une pièce peut-être essentielle dans le puzzle de l'histoire de l'humanité. Sport, tennis, Amélie Mauresmo en forme. La Française a battu Jennifer Capriati en quart de finale de l'US Open hier. Elle est la seule non-américaine dans le dernier carré. Elle affrontera Venus Williams vendredi soir. C'était la balle de match. Football, la France à 48 heures de son premier match de compétition depuis la débâcle du mondial. On ne plaisante plus. Le sélectionneur Jacques Santini demande une discipline de fer. Couvre-feu à 22 heures, plus de visites 48 heures avant les matchs. Certains joueurs grincent des dents. Nathanaël de Rinxin, Éric Delagneau. Une poignée de CRS pour faire bonne mesure. Il n'y a pourtant pas foule à Roissy pour voir partir l'équipe de France. Aucun risque de débordement. Les joueurs peuvent même faire plaisir à tous les curieux présents à la descente du bus. Un autographe par-ci, les Bleus sont disponibles, chaleureux, presque souriants. Après le mondial raté, voilà qui ressemble fort à une opération séduction menée auprès du public. Comme l'ensemble de mes coéquipiers, je pense, j'ai été très affecté de ce qui s'est passé au mondial. J'ai connu une période extrêmement difficile après le mondial. Face au traumatisme laissé par la Coupe du Monde, un psychologue pourrait être appelé au chevet de l'équipe de France. Santini, lui, préfère imposer ses méthodes et son règlement. Au lit à 22 h, plus de visites à Clairefontaine, plus d'interviews avant les matchs. La presse et les joueurs ne dormiront plus dans le même hôtel. On fera comme il veut, c'est lui le chef, donc on verra bien. De toute façon, on est assez grand. Moi je suis père de 3 enfants, je sais ce que j'ai à faire. Finalement, Santini impose ses choix à tout le monde, sauf à TF1. La chaîne détentrice des matchs de l'équipe de France a déplacé l'horaire de la rencontre, initialement prévue à 19 h 30. Malgré l'avis défavorable du sélectionneur, à Nicosie, les Bleus affronteront Chypre à 18 h. La température devrait dépasser les 30 degrés. Musique, le retour des Rita Mitsuko, le couple phare du rock branché des années 80, arrive encore à surprendre. Olivier Lenouza, Diane Richard. Une pincée de rock, un zeste d'électronique, des guitares qui électrisent. Même en répétition, la musique de Catherine Ringer et Fred Chichin déborde d'énergie. Les paroles sont imagées, le style épuré. On avait envie de faire à la fois au niveau du texte comme de la musique quelque chose d'assez construit, format chanson courte, c'est-à-dire pas plus de 4 minutes. Je pleure, c'est ridicule, mais c'est comme une bulle mensuelle. Qui sait,
elle... L'histoire d'Erita commence en 1979 quand un ancien taulard rencontre une actrice de charme. Scénario de série B mineure pour une partition majeure des succès à l'appel. Mais on va l'essayer peut-être, enfin, je vais lui dire qu'on essaye. Plus on arrive à cette sérénité, même si on exprime de la rage ou qu'on exprime de la colère, et ben plus le son grandit et la personne résonne, parce que c'est ça le chant quand même, c'est que toute la personne résonne et donc je trouve que je chante mieux, je trouve. Cet été, les Rita Mitsuko ont chanté sur scène en avant-première leur nouvelle chanson. Festival des Vieilles Charrues, 25 000 spectateurs en transe, la danse du bonheur, la sarabande d'un couple de musiciens. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Après Fred Chichin et Catherine Ringer, voici Olivier Mazerolle et François Fillon, ministre des Affaires sociales. Entretien sur l'actualité du gouvernement et l'actualité sociale. On se quitte avec ces images d'un Moscou étrange, envahi par une épaisse fumée provoquée par les incendies de forêt aux portes de la ville. Il est même conseillé de rester chez soi. Bon week-end.